Bonjour, le but de cette vidéo, c'est de montrer que l'humanité est passée par différents types de sociétés et que ces sociétés ont été amenées par des révolutions qui ont été d'abord technologiques et surtout une révolution de nos modes de production. Car quand on change nos modes de production, et on va voir qu'on va tout changer dans la société. On va d'abord faire une révolution énergétique parce qu'on va accéder à de nouveaux niveaux d'énergie ou de nouvelles formes d'énergie. On va faire une révolution dans les communications, les transports, une révolution de nos systèmes économiques et sociaux, bien sûr. On va amener une nouvelle élite au pouvoir et cette élite va instaurer un nouveau système politique, économique et social qui sera bien sûr en leur faveur et vont aussi développer tout un système de croyances et des valeurs qui vont supporter le système et assurer son bon fonctionnement. Et on va voir donc cette évolution dans nos systèmes de société pour comprendre et réaliser que nous sommes en train de vivre en fait une nouvelle révolution systémique qui va tout changer dans la société. Et on va essayer de décrire cette nouvelle société qui s'en vient pour bien la comprendre. Et j'espère que bon, pour les révolutionnaires qui sont en ce moment participent à cette révolution systémique, eh bien, il est important de connaître la société qui est en train de se mettre en place et qui sera la société du futur. L'humanité a connu jusqu'ici trois types de sociétés. La première, c'est la société originelle, la société des chasseurs-cueilleurs, où les hommes vivaient de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Ils vivaient dans l'abondance, la nature leur fournissant tout ce dont ils avaient besoin, et lorsqu'ils commençaient à manquer de quelque chose, eh bien, ils se déplaçaient un peu et ils trouvaient toujours ailleurs ce qui leur manquait. C'étaient des nomades qui se déplaçaient sur des territoires suffisamment grands pour subvenir à tous leurs besoins. L'invention d'un autre mode de production, l'agriculture, avec la découverte qu'il suffisait de planter des graines pour récolter en abondance tout ce dont on avait besoin, sans avoir à se déplacer, a permis d'établir un autre type de société, la société agricole. Et bien sûr, c'est l'invention de la machine à vapeur qui a rendu possible un nouveau mode de production en utilisant de nouvelles formes d'énergie, et ça a permis l'existence d'un nouveau type de société, la société industrielle. Et nous allons voir ensemble que nous vivons en ce moment une période révolutionnaire où on voit arriver un nouveau mode de production avec les robots et l'intelligence artificielle qui vont remplacer les travailleurs et que ça va permettre l'existence d'un nouveau type de société, une société sans travail et sans argent, qu'on pourrait appeler la société de loisirs ou la société paradisiaque. Et si le mode de production est en fait ce qui définit un type de société, on va voir aussi que le mode de production affecte tous les autres secteurs de la société. Il affecte bien sûr nos systèmes politiques, économiques et sociaux, mais aussi nos communications et nos systèmes de croyances et de valeurs, et même notre spiritualité. Alors le mode de production de la société originelle, eh bien c'est la nature qui produit tout, les gens n'ont plus qu'à cueillir et attraper, donc c'est très simple. Il n'y a pas de travail, personne n'est forcé de chasser, de cueillir ou de pêcher. Ce sont des activités qui sont choisies librement, en fonction des besoins de chacun. Et puis probablement par nécessité, à cause de l'augmentation de la densité de la population, est apparue l'agriculture avec la domestication des plantes et des animaux. Le mode de production, c'est le travail humain et c'est le travail animal. Et donc on voit apparaître le travail et aussi le servage, l'esclavage. L'agriculture va demander beaucoup plus de travail, mais aussi va permettre de faire des surplus. Il n'est plus nécessaire que tout le monde soit autosuffisant en nourriture, et ça va permettre la division du travail et l'apparition de l'artisanat. Avec la révolution industrielle, le mode de production va changer. Le travail de la machine va progressivement remplacer le travail de l'animal et alléger le travail de l'homme. Avec l'arrivée du robot et de l'automatisation, le travail de l'homme va complètement disparaître. La production sera non seulement complètement automatisée, mais aussi produite sur place, grâce à l'impression en 3 dimensions, qui deviendra aussi biologique,
pour permettre une production propre qui permettra le recyclage naturel de tous les déchets. Toutes les qualités de matériaux dont on a besoin et que l'on recherche sont déjà disponibles et produites par la nature. Des qualités comme la résistance, la conductivité, la dureté. Il suffit de copier le mode de production de la nature pour pouvoir avoir une production qui soit complètement intégrée dans le recyclage naturel des déchets. Fini la pollution puisque notre production sera complètement intégrée à la nature. La société paradisiaque est une société d'abondance où les robots vont nous produire et nous servir tout ce que l'on désire gratuitement. Les révolutions systémiques sont aussi des révolutions énergétiques. Dans la société originelle, toute l'énergie était fournie par l'homme. Dans la société agricole, on a domestiqué l'énergie animale. Dans la société industrielle, c'est principalement les énergies fossiles, le charbon et le pétrole. Et dans la société paradisiaque, il faudra trouver une forme d'énergie qui soit abondante et gratuite. Et cette forme d'énergie, on la connaît déjà, c'est la fusion nucléaire. C'est une énergie qui est propre, qui est naturelle, puisque c'est l'énergie qui est produite à l'intérieur du Soleil, et qui est abondante, et donc qui sera gratuite. Des atomes, et surtout des atomes d'hydrogène, on en trouve partout, et les fusionner nous donnera toute l'énergie dont on a besoin. Cette énergie est déjà peut-être maîtrisée, mais comme c'est quelque chose qui remet énormément en question les intérêts financiers de toute l'industrie pétrolière, c'est peut-être retardé. En tout cas, on sait que c'est l'énergie du futur et du futur proche. Les différents types de sociétés correspondent à différents niveaux technologiques. Le niveau technologique de la société originelle, il était très basique, c'est les arcs et la lance pour chasser ou pêcher. Pour la société agricole, il a fallu développer la métallurgie, parce qu'il fallait créer des outils pour cultiver le sol, mais aussi des armes pour se défendre, pour protéger son territoire et ses cultures, surtout de la menace des tribus nomades, qu'on appelait les barbares, et qui se voyaient enlever leur territoire progressivement et leurs moyens de subsistance. La société industrielle repose sur la technologie de la machine, de la mécanique, la technologie de l'extraction et de la transformation de la matière pour créer tous les produits de consommation que cette société va pouvoir permettre de générer. La technologie de la société paradisiaque, c'est bien sûr la robotique, mais surtout l'intelligence artificielle, parce que c'est l'intelligence artificielle qui va permettre aux machines d'être beaucoup plus performantes que les humains et les libérer du travail. Une autre technologie très importante pour cette société, c'est l'ingénierie génétique, car comme on l'a vu, il faudra produire sur le modèle de la nature pour avoir une société sans déchets, qui soit propre et durable. Peut-être la plus importante réalisation de cette société sera le robot biologique, car nous nous ferons servir par des robots qui seront vivants, comme des animaux. On pourra leur mettre une tête de chien, mais on pourra aussi leur donner un physique qui leur fait ressembler à des supermodèles, hommes ou femmes. Et on s'en servira aussi comme partenaires sexuels. Ils nous serviront et réaliseront tous nos désirs, y compris nos désirs sexuels, si l'on le souhaite. Ils seront personnalisés et programmés pour être complètement dévoués, tout comme un chien l'est à son maître. Une révolution systémique, c'est aussi une révolution des systèmes de communication, les transports des produits et des personnes. Alors dans la société originelle, les transports c'est surtout à pied, et à la limite à dos de cheval ou de chameau. Dans la société agricole, les gens se sont sédentarisés dans des villages ou des villes et ont construit des réseaux routiers pour développer le commerce. On voit apparaître les premiers véhicules à roues tirés par des animaux. Sur les longues distances, on utilise le vent avec les navires. Avec la société industrielle, les transports se mécanisent. Et on a des voitures, des trains et des avions. Et dans la société paradisiaque, ce sont les drones, des véhicules sans conducteur, complètement automatisés et intelligents. Pour ce qui est de la communication des idées, on a d'abord communiqué oralement, et puis ensuite on a communiqué par écrit dans la société agricole, et avec la société industrielle, on a les journaux, le téléphone, la radio, la télé. Dans la société paradisiaque, la communication des idées, c'est instantanément et partout. C'est l'Internet.
L'Internet qui nous permet de nous relier individuellement, instantanément, à tous. Et l'Internet va même s'élargir aux objets, avec l'Internet des objets, pour que toute la société soit organisée par une intelligence artificielle et que l'homme n'ait à se soucier de rien. Toute la production, la distribution et la maintenance des biens et des services sera organisée par l'Internet des objets et sera complètement automatisée. Nous allons voir maintenant qu'une révolution systémique amène aussi de très gros changements au niveau politico-économique et social. Pour la société originelle, le système est le tribalisme. Le moyen d'échange, c'est le troc. En ce qui concerne le système économique, on peut considérer que le système économique se regroupe en deux classes. Les systèmes qui reposent sur la propriété privée des moyens de production et les systèmes qui reposent sur la propriété collective des moyens de production, le collectivisme. Alors dans le tribalisme, il n'y a pas de propriété privée, c'est le collectivisme, tout le monde partage tout. C'est la société où les gens partagent l'abondance que leur produit la nature. L'élite au pouvoir, c'est le chef de tribu. Ça varie entre le plus fort ou le plus sage. Mais ça peut être aussi un conseil de sages, un conseil des anciens, qui guide et donne les directions de la tribu. C'est un système sans classe sociale. Il n'y a pas de propriété, pas vraiment de privilèges. C'est un système très égalitaire. C'est aussi un système très libre, parce que ceux qui sont en désaccord avec les règles de la tribu, ils peuvent toujours quitter la tribu et créer leur propre tribu ailleurs, sur un autre territoire. Il y a toujours de la place pour ça. Jusqu'au moment où il n'y en a plus. Quand la densité de population augmente, les tribus doivent augmenter leur territoire et elles finissent par rentrer en conflit les unes contre les autres. Les tribus vont commencer à connaître la pénurie. Ça va être la fin de l'état d'abondance. La solution pour nourrir la population qui augmente sera de cultiver les sols et donc de se sédentariser, de créer des villages et des villes et surtout d'introduire la propriété privée. La fin de l'état d'abondance va être aussi la fin du collectivisme où les moyens de production étaient partagés. La nature livrée à elle-même ne produisait plus assez pour tout le monde. Donc il fallait s'accaparer une partie de la nature pour la travailler et subvenir à ses besoins. Le système politico-économique qui va s'imposer, c'est le féodalisme. La propriété privée va introduire beaucoup de choses. D'abord, la propriété privée, il faut la protéger. Il faut la protéger contre le vol, en introduisant un système judiciaire et pénal. Et il faut la protéger contre le pillage, contre les tribus nomades, les barbares, qui viennent régulièrement piller les récoltes. Les villages et les villes qui se sont équipés d'une armée et d'un seigneur pour diriger cette armée et faire la loi, sont ceux qui ont le plus réussi et qui ont survécu au pillage des barbares. Donc le pouvoir politique est revenu au chef de guerre, au seigneur, qui s'est aussi accaparé une grande partie du territoire. Ça a été le début du grand racket de l'histoire entre je t'offre de la protection et en échange, tu me donnes une partie de ta liberté ou de tes revenus. Le seigneur s'est mis à asservir une partie de sa population pour cultiver ses terres, les serfs, et à prélever des taxes pour payer son armée. Le racket « je te donne de la protection contre de la liberté et des taxes » s'est progressivement institutionnalisé avec une administration, un système judiciaire et pénal et tous les autres constituants d'un État. Les surplus de l'agriculture ont permis la division du travail, l'artisanat et le développement du commerce. Donc il a fallu aussi introduire une monnaie d'échange qui était des pièces de métal précieux, principalement de l'or et de l'argent. Les échanges se font librement sur les places des villes et des villages, dans ce qu'on appelle des marchés, et c'est la libre compétition entre les producteurs et les acheteurs qui va déterminer le prix de vente. C'est ce qu'on appelle le libre marché. La privatisation des moyens de production, des terres, a généré une révolution sociale, avec l'apparition de classes sociales, avec au sommet la classe des possédants, ceux qui possèdent la terre, en bas les démunis, les travailleurs, les serfs et les esclaves, et au milieu la classe des marchands ou des artisans.
L'arrivée de la machine a bouleversé complètement ce système politique, économique et social, en amenant au pouvoir une nouvelle élite, les propriétaires de machines, et surtout les propriétaires de la machine à fabriquer de l'argent, les banquiers. Grâce à l'invention du papier-monnaie sous forme de reconnaissance de dette, il a été possible aux banquiers de s'accaparer le pouvoir de création monétaire et progressivement tous les autres pouvoirs, en fomentant des révolutions pour déposer les monarques, ou en tout cas limiter fortement leur pouvoir, et en installant à leur place des gouvernements de représentants du peuple qui sont beaucoup plus manipulables et contrôlables que les monarques. Le système économique qui va prévaloir dans la société industrielle, c'est le capitalisme. C'est un système où les capitalistes, les possesseurs de capitaux, les financiers, peuvent s'accaparer les richesses que sont les entreprises et les corporations dans un marché, le marché financier, où les entrepreneurs vont leur vendre progressivement des parties de leurs entreprises pour pouvoir se financer et se développer. Le capitalisme repose donc sur la privatisation des moyens de production et permet aux plus riches de se les accaparer. La révolution sociale apportée par la machine, eh bien, ça a été le changement au sommet des propriétaires terriens par les propriétaires de machines et les financiers. Et c'est bien la machine qui a mis fin à l'esclavage. C'est pas la bienveillance des politiciens, c'est la productivité des machines qui a rendu possible la libération des esclaves. Mais le système reste un système d'asservissement. On a toujours une relation maître-esclave dans la relation employeur-employé. La différence, c'est qu'on peut choisir son maître. Et la coercion, ce qui va pousser les gens à venir travailler tous les jours pour leur maître, c'est l'endettement. Quand on est endetté, on n'a pas d'autre choix que de travailler pour rembourser ses dettes. Et le système va assurer l'endettement généralisé de deux façons différentes. La première, c'est que tout l'argent qui a été créé par la dette. Pour qu'il y ait de l'argent qui circule dans le système et qui existe, il faut que des personnes ou des entreprises ou le gouvernement s'endettent. Et la deuxième façon, c'est que les propriétaires des moyens de production, pour faire du profit, vont payer les travailleurs moins cher que le prix de leurs produits. Donc globalement, les travailleurs n'auront jamais suffisamment d'argent pour acheter la production dont ils ont besoin et qu'ils ont produite. Il faudra nécessairement qu'ils empruntent ou que le gouvernement emprunte pour eux et les aide. Bon, ça c'est expliqué dans une autre vidéo que je vous invite à voir, qui s'appelle « De l'effondrement au paradis ». Mais l'idée, c'est que les travailleurs devront s'endetter et manqueront toujours d'argent pour acheter toute la production dont ils ont besoin. Et c'est comme ça qu'ils auront besoin de toujours continuer de travailler. Il y a un autre système économique qui est apparu comme une alternative au capitalisme pour la société industrielle, c'est le communisme. Mais il ne s'est pas imposé, il a été partiellement abandonné, et on va essayer de comprendre pourquoi dans la prochaine vidéo. Le capitalisme, comme le féodalisme avant lui, va disparaître avec l'arrivée d'une machine, la machine intelligente. Les travailleurs vont être remplacés par des robots, ils vont perdre leur source de revenus et leur pouvoir d'achat, et sans pouvoir d'achat, il n'y a plus de consommation possible dans une économie de marché. Donc ça va effondrer l'économie de marché. Une civilisation qui atteint le niveau technologique de la machine intelligente va mettre en place une société d'abondance, sans travail ni argent, qui s'apparente à un paradis. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elles le peuvent, et parce que vivre dans un paradis, c'est l'aspiration de tous les êtres humains. Et le système de société d'un paradis, on appelle ça le paradisme. Dans une société d'abondance, tout le monde a accès à tout facilement, donc il n'y a plus besoin d'argent, tout est gratuit, et les échanges sont des dons. Il n'y a pas de droit d'auteur, de copyright, parce que c'est complètement inutile, tout est partagé. Toutes les créations, toutes les œuvres d'art sont données pour être copiées par amour à des amis ou à des inconnus. On partage nos idées et nos créations avec toute l'humanité. Il n'y a aucun profit à en retirer
si ce n'est le plaisir d'offrir et de faire plaisir aux autres. Ce type d'échange commence à arriver. On voit des mouvements apparaître comme l'open source, où les gens donnent gratuitement de leur temps et de leur travail pour produire des softwares qu'ils offrent à l'humanité. Mais aussi les mouvements de hackers qui sont en train de rendre obsolète le copyright. Et c'est un grand mouvement de transparence qui est en train de rendre disponible et gratuite toute la technologie et les créations à l'humanité. Au paradis, personne ne travaille et les moyens de production sont possédés par la collectivité. Et qui s'en occupe, eh bien, c'est une intelligence artificielle qui sera à tout moment à l'écoute des besoins et des désirs de tout le monde, et grâce à l'Internet des objets, être constamment informé de l'état et de la disponibilité des ressources pour pouvoir fournir aux besoins et réaliser tous les désirs de la population. Il n'y aura presque plus de propriété privée puisque tout sera abondant et accessible facilement. Donc on ne va pas stocker et ça va éliminer d'énormes problèmes de déchets et de gaspillage. Cette intelligence va être supervisée par un groupe d'individus qui seront présélectionnés scientifiquement comme étant les plus capables, les plus intelligents, les plus sages. En un mot, c'est les génies des génies, et qui seront élus par ceux qui seront sélectionnés aussi scientifiquement pour les choisir. L'humanité va se choisir une méthode scientifique et objective pour choisir les meilleurs parmi eux, pour superviser le bon fonctionnement de la société. Le paradisme est une société sans classe sociale, c'est une société égalitaire, car dans une société d'abondance, il n'y a pas de privation, toute la production est accessible à tous. À chaque type de société correspond un système de croyances et de valeurs particuliers, et aussi une certaine dimension spirituelle. Et on va voir que les révolutions systémiques apportent aussi des révolutions à ces niveaux-là. La spiritualité des sociétés originelles, c'est le chamanisme, c'est le paganisme, le polythéisme, le culte des ancêtres. Et le système de croyance, notamment la place de l'homme et sa relation avec le monde, eh bien l'homme habite un monde très mystérieux, peuplé de choses et d'animaux bizarres. Il se sent démuni et vit dans la crainte face à ces forces qui le dépassent. Il vit dans un monde qui a l'air supernaturel et magique, parce qu'il ne comprend pas. Et le système de valeurs, eh bien, c'est la solidarité, l'entraide. C'est les qualités nécessaires pour les conditions de survie. Mais c'est aussi le respect des anciens, le respect des autres et de la nature. Sous le féodalisme, les religions monothéistes ont émergé et ont effacé progressivement les formes de spiritualité tribale. La nécessité de l'époque, c'était d'unifier les tribus et de les soumettre à la nouvelle autorité, l'autorité féodale. La religion va permettre aux puissants d'exercer du pouvoir sur les peuples, de les rendre obéissants, craintifs et soumis. On est plus facilement soumis à un seul Dieu qu'à plusieurs. Et les autorités féodales vont se revendiquer une légitimité divine pour pouvoir encore mieux asseoir leur pouvoir et leur contrôle sur leurs sujets. Les monarques vont se placer comme intermédiaires entre Dieu et leur peuple pour mieux le soumettre. Le système de croyance et la place de l'homme dans le monde, eh bien l'homme habite une terre plate et le soleil tourne autour de la terre, et l'homme subit le courroux d'un Dieu omnipotent qui veille sur la terre et punit les désobéissances des hommes. Les valeurs fondamentales du féodalisme, c'est l'honneur, la loyauté, la bravoure. On accède à la noblesse par sa loyauté et sa bravoure sur les champs de bataille. L'important, c'est de conquérir, d'unifier et de défendre le territoire. Dans la société industrielle, l'élite financière a supprimé ou affaibli considérablement le pouvoir des monarques, mais aussi le pouvoir religieux. Et on aboutit à un type de société sans spiritualité, très individualiste, très matérialiste. Et si on pouvait définir un culte, ça serait le culte de sa personne ou le culte de l'argent.
Le système de croyance, la Terre n'est plus le centre du monde, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et l'homme descend du singe et est apparu comme un accident, sans raison ni but. Il aurait survécu en éliminant sa compétition, et c'est ce qui va servir de justification à l'aspect prédateur du capitalisme. Avec la théorie de l'évolution et la sélection naturelle par la compétition, on va pouvoir justifier la compétition du marché et la compétition entre les individus qui doivent s'éliminer les uns les autres pour survivre et s'élever dans la société. Et on va pouvoir faire accepter au peuple un système de classe et ses inégalités. C'est le système de croyance qui va remplacer la religion pour assurer la soumission du peuple aux nouvelles élites. Pour assurer son bon fonctionnement, la société industrielle va se définir de nouvelles valeurs qui sont le travail, la famille et la patrie. Le travail parce que le système a besoin de travailleurs obéissants pour fournir aux besoins de la société, mais aussi bien sûr aux besoins des élites et des propriétaires des moyens de production. La famille parce que pour les élites c'est important d'assurer la croissance de la population. C'est la croissance de la population qui va assurer la croissance de la consommation. Une économie capitaliste sans croissance de consommation, c'est une économie où les entreprises ne peuvent plus augmenter leurs profits. Et si la consommation se met à diminuer, eh bien ça devient encore plus difficile. Les entreprises font faillite, le pouvoir d'achat diminue et la consommation diminue encore plus, et le système s'effondre. On a des crises. Donc pour assurer son bon fonctionnement et la profitabilité de ces entreprises, le capitalisme doit faire de la croissance de la consommation, et on la fait surtout par la croissance de la population. Donc il va encourager les naissances et favoriser l'immigration. En plus de ça, les élites et l'économie du pays sont en compétition avec les autres pays. Donc plus la population du pays sera grande, et bien plus le pays sera puissant, économiquement et militairement. C'est pour ça que la famille, la patrie comme le travail sont les valeurs que le système va mettre en avant. Et la population va être formatée pour que ça soit leur raison de vivre, et même de mourir. Leur travail et leur famille sera leur but de leur vie, et ils seront prêts à mourir pour la patrie. Il faut travailler dur pour sa famille et sa patrie. C'est la réussite financière qui est importante. C'est ce qui va permettre de s'élever sur l'échelle sociale. Mais les règles du jeu sont complètement biaisées, car on maintient l'illusion qu'il est possible à tout le monde de travailler dur pour arriver à la réussite sociale, alors qu'en fait, seul un petit nombre peut être accepté parmi l'élite financière. Pour pouvoir vivre de sa fortune et de ses rentes financières, il y en a beaucoup qui doivent travailler plus qu'ils ne devraient pour assurer les rentes. Alors on encourage les gens d'entreprendre et on leur fait miroiter une vie de super luxe. Mais c'est comme gagner au loto, c'est un peu pareil. Pour des milliers qui achètent des tickets, il y a un seul gagnant. Le taux de réussite est extrêmement faible. Mais cette possibilité de réussite donne l'illusion de liberté, que c'est possible de gravir les échelons sociaux et d'arriver au sommet. Les entrepreneurs de la société industrielle, eh bien, c'est comme les combattants de la société féodale qui accèdent à la chevalerie et à la noblesse en se faisant remarquer sur le champ de bataille. Mais il faut beaucoup plus de travailleurs et de serfs pour pouvoir entretenir la noblesse. Tout va changer avec la société paradisiaque. La spiritualité, c'est ce sentiment de se sentir relié à quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse, qui dépasse notre vie de mortel et qui lui donne un sens. Alors ça peut être un créateur, mais ça peut être aussi l'univers ou l'essence de l'univers, ce qui constitue l'univers. Et la spiritualité de la société paradisiaque qui s'en vient, eh bien, ça va être le sentiment de se sentir relié à tout, à l'infini, à toutes les choses, à toute la vie, à tout l'univers, à l'infini, grand et petit. Pour ce qui est de notre système de croyance, eh bien la science va continuer à faire d'énormes progrès et on va pouvoir comprendre tous les mystères.
les mystères de l'univers et les mystères de la vie. Bien sûr, on va pouvoir prouver que la vie existe ailleurs dans l'univers et qu'on va pouvoir rentrer en contact avec ces vies extraterrestres. On va non seulement pouvoir recréer toutes les formes de vie disparues, mais aussi créer de nouvelles formes de vie, plus adaptées à nos besoins, mais aussi, pourquoi pas, aller ensemencer d'autres planètes et créer la vie sur d'autres planètes. La théorie de l'évolution a été incapable d'expliquer l'apparition de la vie à partir de la non-vie, et que seule l'intelligence permet d'expliquer l'origine du code génétique. Nous en viendrons à la conclusion que nous avons été créés scientifiquement par des extraterrestres, qui eux-mêmes ont été créés par des extraterrestres dans un univers infini, sans début et sans fin. Et ça, c'est une théorie vraiment scientifique, puisqu'on sera capable un jour de créer la vie sur une autre planète. Et nous ferons le lien avec les religions du passé, en découvrant que les dieux des sociétés originelles et de nos ancêtres étaient ces extraterrestres, les créateurs de l'humanité. Et on va finir par comprendre notre relation avec l'univers, et notre but, bien, c'est de maintenir la conscience, la vie et la conscience dans l'univers, et de la propager, et de se lier avec des autres formes de vie, pour que la vie et la conscience continuent toujours d'exister à l'infini dans l'univers. Alors, les valeurs fondamentales de cette société paradisiaque, eh bien, la première, c'est la liberté. Parce que les gens ne feront que ce qu'ils auront envie de faire. Puisque toutes les corvées pourront être faites par des robots. La deuxième, ce serait l'amour, la fraternité. Mais la fraternité universelle, inconditionnelle. Pas réservée uniquement à sa famille, à son clan, à sa tribu, à son pays ou à sa couleur de peau. Cet amour qui devra s'étendre aux autres êtres vivants dans l'univers, l'amour des différences, car on va se mettre à aimer ce qui est différent, et même à encourager la différence, car c'est beaucoup plus intéressant d'être tous différents que tous pareils. Une autre valeur importante sera l'épanouissement. Tout dans la société devra être organisé pour que les gens s'épanouissent, explorent et développent leur potentiel. Alors nous avons vu que tous ces différents types de sociétés correspondent en fait à une évolution technologique, une évolution spirituelle, mais aussi une évolution de regroupement. On est parti du regroupement familial pour passer au clan, à la tribu, et avec la société agricole et le féodalisme, on a vu le regroupement passer du village au pays, à la nation. Et la société industrielle a vu le regroupement du niveau de la nation, au niveau du bloc et de la civilisation planétaire qui s'amène. La civilisation planétaire qui sera le point de départ du paradisme, lorsque toute l'humanité sera unifiée et pacifiée. Et le paradisme nous conduira vers un regroupement universel, où nous nous regrouperons entre toutes les humanités de notre galaxie et des autres galaxies dans l'univers. On va encore mieux comprendre en observant que les différents types de sociétés correspondent aux différentes étapes du développement biologique de l'humanité. Tout comme notre corps est composé de cellules vivantes et indépendantes, on peut considérer que l'humanité est le grand corps d'un être biologique dont tous les êtres humains sont comme des cellules qui le composent. Au début de l'existence d'un être biologique, toutes les cellules sont identiques, elles sont pluripotentes, ce sont ce qu'on appelle des cellules souches. C'est pareil avec les premiers êtres humains qui étaient tous autosuffisants et très autonomes. La deuxième phase du développement d'un être biologique, c'est la différenciation, la spécialisation. Les cellules vont se différencier et se spécialiser pour former tous les organes qui vont composer l'être biologique. C'est la phase de la société agricole où on voit apparaître la division du travail et les êtres humains se spécialiser. Et on voit se créer les différentes fonctions nécessaires à l'humanité. La production d'énergie, de nourriture, le transport, les communications. Alors tout ça prend du temps, mais c'est une croissance exponentielle qui a l'air de progresser lentement,
Mais comme toutes les exponentielles, en fait, d'un seul coup, il y a une croissance extrêmement accélérée. C'est les dernières semaines de la gestation et ça correspond à la phase de développement de la société industrielle. C'est une période de très forte croissance et le nombre des humains va se multiplier jusqu'au nombre optimum que lui permet les dimensions de la planète. Alors tout laisse à penser qu'on a déjà dépassé cet optimum et qu'il faudra bien limiter les naissances et diminuer la population pour pouvoir accéder à cette société d'abondance auquel tout le monde aura droit. L'abondance peut être distribuée à tout le monde de façon durable seulement si c'est supportable par la planète. Il faudra donc déterminer scientifiquement quel est ce niveau optimum de la population et développer les outils et les méthodes pour l'atteindre. Quand tous les organes de l'être biologique sont formés, et en particulier le système nerveux, le système qui permet de relier toutes les parties du corps et qui leur permet de communiquer entre elles, eh bien c'est le moment de la naissance et l'arrivée au monde de l'être biologique. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle et de l'Internet qui va finaliser le système nerveux de l'humanité pour que toutes les cellules de l'humanité, les êtres humains, soient en contact les unes avec les autres et que ce grand corps de l'humanité soit complètement intégré grâce à la formation d'une civilisation planétaire, guidée par un collège de génies qui serait la conscience de cet être biologique qu'est l'humanité et qui superviserait ou guiderait l'humanité dans son développement futur. La conscience est en fait la dernière chose qui se développe dans un être biologique et c'est ce qui va guider sa vie. Et c'est ce qu'il va falloir mettre en place pour parachever l'être biologique humanité et permettre ce passage, cette transition à la société paradisiaque. Donc vous comprenez maintenant que nous vivons en ce moment les derniers moments de la gestation de ce grand être biologique qu'est l'humanité. Et que cette révolution systémique qui est en cours et qui va permettre d'intégrer toutes les parties de l'humanité pour former une civilisation planétaire est en fait la naissance de l'humanité. C'est l'arrivée au monde de l'humanité qui va prendre sa place dans l'univers et qui va rejoindre les autres humanités et les autres consciences qui composent l'univers pour peut-être former avec elle un autre être biologique encore plus grand à un niveau supérieur. Pendant tout ce temps-là, nous étions isolés et protégés comme dans un cocon pour que l'humanité se développe par elle-même et puisse se réaliser en tant qu'être biologique autonome. Les troubles que nous connaissons en ce moment et qui vont peut-être s'aggraver sont comme les douleurs d'accouchement de cette nouvelle humanité. Et ce passage est un test important pour savoir si cette humanité est viable et est capable de vivre en harmonie avec les autres humanités et les consciences dans l'univers. Car cette transition, c'est une naissance, mais ça peut être aussi une mort. Parce que si nous n'avons pas assez d'amour pour nous-mêmes, eh bien on va s'autodétruire. Au même moment qu'on est capable de construire cette société paradisiaque, on a aussi la technologie pour s'autodétruire. Et c'est ce que nous ferons si nous sommes trop agressifs. C'est la sélection qui s'opère dans l'univers, où seules les humanités pacifiques peuvent survivre à leur propre destruction. Donc cette société paradisiaque, ce paradis, ne pourra être accessible que si on le mérite, que si l'on a suffisamment d'amour pour nous-mêmes, que si l'on est capable d'accepter nos différences, si on est capable d'aimer nos semblables et d'aimer les autres, ceux qui sont différents, afin de ne pas être un danger pour toutes les autres consciences qui habitent l'univers. Alors vous réalisez maintenant que nous sommes en train de vivre une révolution systémique et que ça va tout changer. C'est une révolution globale qui va déboucher sur un gouvernement mondial, une monnaie mondiale. Et pour les révolutionnaires, il faut bien comprendre ça et il faut penser dans les termes de la création d'une civilisation planétaire. C'est une société paradisiaque qui s'en vient et tout est en train de se mettre en place pour ça. Il faut juste surmonter les derniers obstacles et éviter surtout de mettre des freins.
Et donc, eh bien, ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Quels sont les obstacles et les freins à cette révolution systémique? Et je vous retrouve bientôt.